Bien, bonjour à tous. Je vais me livrer à un exercice un petit peu difficile, puisqu'au fond, on me demande de continuer aujourd'hui un exposé commencé il y a un an. Alors moi, j'allais dire, je me souviens de ce que j'ai dit il y a un an. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais j'ai regardé sur Internet le film de ce que j'avais dit, donc je l'ai en tête, mais bien sûr, pour la plupart d'entre vous, vous l'avez oublié, du moins pour une bonne part, et puis une petite moitié, d'après ce qu'on m'a dit d'entre vous, vous n'étiez pas là il y a un an. Ce qui m'amènera à résumer brièvement ce que j'ai dit, très brièvement, mais surtout, bien sûr, à le prolonger. Donc le thème que j'aurais traité en 2 ans, c'est donc sens du travail, bonheur et motivation. L'an passé, j'ai traité le sens du travail. Je vais traiter aujourd'hui, bien sûr, bonheur et motivation. Alors, s'agissant du sens du travail, ce que j'ai montré l'an passé, c'est au fond essentiellement 3 choses. Première chose, le travail n'est pas une valeur morale. L'amour du travail bien fait est une valeur morale. Le travail n'en est pas une. On a le droit d'être rentier, mais on n'a pas le droit de saloper le boulot. Deuxième idée, non seulement le travail n'est pas une valeur morale, mais il n'est pas non plus une fin en soi, FIN, il n'est pas un but en soi. Troisième idée, c'est pour ça que le travail doit avoir un sens. La différence entre le sens et la valeur, disais-je, c'est que la valeur, elle est intrinsèque, une valeur morale, elle vaut en elle-même, par elle-même, pour elle-même, alors que le sens, au contraire, il est toujours extrinsèque. Il renvoie toujours à autre chose qu'à lui-même. On n'est pas juste pour autre chose que la justice, sinon c'est plus de la justice. On n'est pas généreux pour autre chose que la générosité, sinon c'est plus de la générosité. On travaille toujours pour autre chose que le travail. Et puis je disais, ce n'est pas le sens qui est aimable, c'est l'amour qui fait sens. Autrement dit, on travaille pour autre chose que le travail, qui ne fait sens qu'à proportion de l'amour qu'on lui porte. Le sens du travail, c'est forcément autre chose que le travail. Quoi? Je vais terminer là-dessus. En un mot, le bonheur. On travaille non pas pour travailler, non pas parce que ça serait un devoir moral que de travailler. On travaille pour être heureux. C'est-à-dire pour le bonheur que le travail permet, parce qu'il est plus facile d'être heureux quand on a un métier que lorsqu'on est chômeur, évidemment. Mais aussi, si possible, pour le bonheur qu'on trouve dans le travail. Parce qu'enfin, il serait dommage, disais-je, d'attendre pour être heureux la fin de la journée. D'attendre pour être heureux les vacances. D'attendre pour être heureux la retraite. Le sens du travail, c'est le bonheur que le travail permet ou qu'on y trouve. Reste à savoir ce que c'est que le bonheur. Et c'est donc cette deuxième partie que je vais traiter aujourd'hui. Donc, pour résumer, ce que j'avais montré l'an passé, c'est que vos collaborateurs, si je m'adresse aux managers, ou vous tous, si je m'adresse aussi aux managers, puisqu'au fond, dans l'entreprise, on est soit manager, soit assez souvent les deux. Le propre du manager étant que son travail, c'est de faire travailler les autres. Les salariés de vos entreprises ne travaillent pas par devoir, ni par amour du travail, ni par amour de l'entreprise, du patron, de l'actionnaire ou du client. Ils travaillent pour être heureux. Vous allez me dire, mais au fond, qu'est-ce que vous en savez? Vous les connaissez même pas. Je vous répondrai que j'en sais que ce sont des êtres humains. Et que je crois, avec Blaise Pascal, que tout homme, toute femme veut être heureux. C'est une formule de Blaise Pascal dans les pensées de Pascal, bien sûr. Pascal écrit ceci. Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet, le bonheur. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. Fin de citation. Alors, la touche finale, jusqu'à ceux qui vont se pendre, dans sa noirceur, dans sa beauté, dans sa profondeur, est très pascalienne, bien sûr, mais aussi très vraie.
Parce que finalement, celui qui va se pendre, celui qui se suicide, pourquoi se tue-t-il? Eh bien, il se tue, bien sûr, pour ne plus souffrir. Or, ne plus souffrir quand on souffre atrocement, c'est encore se rapprocher du dernier bonheur purement négatif qui paraît alors possible, la cessation de la souffrance. Eh bien, si tout homme veut être heureux, y compris celui qui va se pendre, comme disait Pascal, permettez-moi de penser que tout homme, toute femme veut être heureux, y compris celui ou celle qui travaille dans les services informatiques. Qu'est-ce qui fait courir vos collaborateurs? Qu'est-ce qui fait courir vos clients? Qu'est-ce qui fait courir vos actionnaires? Qu'est-ce qui fait courir vous-même? Le bonheur. Nous courons tous après le bonheur. C'est ce que le romancier Stendhal appelait joliment la chasse au bonheur. Stendhal écrit quelque part « La chasse au bonheur est ouverte tous les matins ». Ce qui est très vrai, bien sûr, mais reste à savoir comment fédérer ces différentes chasses au bonheur pour les rendre à la fois mutuellement avantageuses et donc économiquement efficaces. Eh bien ça, c'est le problème de la motivation. Alors vous savez que ce mot de motivation, il a deux sens différents mais liés. Il y a ce que j'appelle la motivation objective, l'ensemble des motifs d'une action, et ce que j'appelle la motivation subjective, l'état psychologique qui est induit par ces motifs, au sens où on dit que tel individu est très motivé, tel autre très peu. Bref, dans le dictionnaire, quand on regarde à motivation, on vous renvoie à motif. Je me souviens d'ailleurs de la première fois où j'ai été amené à traiter ce sujet de la motivation. C'était parce qu'une grosse entreprise me demandait de faire une conférence devant les 300 principaux cadres du groupe sur le thème de la motivation. J'avais accepté, et comme c'est un sujet que je n'avais jamais traité, je le prépare d'autant plus sérieusement. Et ma première réaction de surprise a été de me dire « mais c'est quand même curieux. Ça fait 30 ans que tu fais de la philo à plein temps, tu n'as jamais lu une ligne sur la motivation. » Concept totalement introuvable en 25 siècles d'histoire de la philosophie. Bref, je n'y connaissais rien. Et donc je fais comme on fait quand on n'y connaît vraiment rien, je commence à prendre un dictionnaire pour vérifier que j'ai bien compris au moins le sens du mot. Je vais voir à motivation, on me renvoie à motif. Je vais donc voir à l'article motif dans le dictionnaire. Et dans le dictionnaire, je lis qu'un motif, c'est un but intellectuel, par différence avec l'intérêt ou le mobile, un but intellectuel. Et là, je me suis dit, aïe. Aïe, parce que j'étais convaincu, et je reste convaincu, qu'il n'y a pas de but intellectuel. Autrement dit, si la motivation c'était ça, il n'y aurait jamais de motivation. Il n'y a pas de but intellectuel pour la raison très simple mais très forte que l'intelligence n'a jamais fait courir personne. Je l'illustre d'un exemple de père de famille, si vous voulez. Imaginez que tel de vos enfants ne travaille pas en mathématiques. Vous lui dites « il faut travailler tes maths ». Le gamin vous répond « d'accord papa, d'accord maman, je veux bien travailler mes maths, mais à une condition. C'est que tu me démontres mathématiquement qu'il faut faire des mathématiques. » Eh bien là, vous êtes mal. Vous êtes même très mal. Parce que le plus grand mathématicien du monde est incapable de démontrer mathématiquement qu'il faut faire des mathématiques. Et là encore, pour une raison très simple mais très forte, c'est que la proposition « il faut faire des mathématiques » n'est pas une proposition mathématique. Et donc, pour motiver votre gamin à travailler ses maths, vous allez devoir trouver autre chose que les mathématiques, autre chose que votre gamin désire, pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Par exemple, vous allez lui dire, écoute, il faut travailler tes maths parce que tu m'as dit que tu voulais faire médecine plus tard ou que tu voulais faire de l'informatique plus tard. Eh bien voilà, pour faire médecine ou informatique dans de bonnes conditions, il vaut mieux avoir un bon niveau en mathématiques. Le gamin ne désire pas les mathématiques, s'il aimait ça, il n'y aurait pas de problème. Mais il a envie de faire médecine, il a envie de faire de l'informatique, bref, vous appuyez sur l'informatique ou la médecine qu'il désire pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas.
Ça, c'est le cas idéal. Il faut dire aux jeunes parents qui sont ici que ça n'arrive pratiquement jamais, ce genre de choses. Si, comme c'est plus vraisemblable, votre gamin ne désire aucune étude en particulier, vous allez baisser d'un cran. Et vous allez lui dire, écoute, il faut travailler tes maths pour faire plaisir à ta mère. Il faut travailler tes maths pour faire plaisir à ton père. Le gamin n'aime pas les maths, mais c'est un bon gamin, un gentil gamin, il aime ses parents, il a envie de leur faire plaisir. Vous vous appuyez sur le désir qu'il a de vous faire plaisir pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Et si même ça ne marche pas, vous baissez encore d'un cran et vous lui dites, écoute, il faut travailler tes maths parce que si tu as la moyenne à ton prochain contrôle de mathématiques, je t'achète un nouvel ordinateur. D'accord, c'est nul, mais on n'a pas toujours le choix des moyens. Le gamin ne désire pas les maths, il désire un nouvel ordinateur. Vous appuyez sur l'ordinateur qu'il désire pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Bref, j'étais en train de comprendre qu'il n'y a pas de but intellectuel, parce qu'il n'y a de but que pour et par le désir. Le désir. Et cela m'expliquait pourquoi, en 30 ans de philosophie à plein temps, et en 25 siècles d'histoire de la philosophie, je n'avais jamais lu une ligne sur la motivation. C'est que ce qu'on appelle motivation dans des livres de management qui me tombent des mains dès la 3e page, les philosophes depuis 25 siècles appellent ça plus simplement, plus fortement, le désir. Le désir. Bref, je crois que je l'avais dit brièvement l'an passé, si je devais un jour diriger une école de management ou de commerce, je ferais inscrire en lettres d'or dans le hall d'entrée, sur le mur de gauche, une formule d'Aristote. 4e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, Aristote écrivait « Le désir est l'unique force motrice ». Le désir est l'unique force motrice. Dans motivation, il y a motif, mais surtout dans motivation, il y a moteur. Le moteur, c'est ce qui nous meut. Eh bien voilà, le seul moteur d'un homme ou d'une femme, c'est le désir. Et sur le mur de droite, dans le hall d'entrée de mon école de management ou de commerce, je ferai inscrire une formule de Spinoza, 17e siècle, après Jésus-Christ, bien sûr, en Hollande. Spinoza écrivait, et l'idée au fond est la même, le désir est l'essence même de l'homme, de la femme, de l'être humain. Le désir est l'essence même de l'homme. Bref, disais-je déjà l'an passé, en conclusion, là c'est mon introduction. Bref, nous sommes des êtres de désir. Et ça nous dit quelque chose de très important sur le métier des boss. Parce que les geeks qui sont ici sont des professionnels de l'informatique, par définition. Mais les boss ne sont pas d'abord des professionnels de l'informatique. Parce que ce sont des managers, ce sont des dirigeants. Eh bien, voilà, si le désir est l'unique force motrice, Aristote, si le désir est l'essence même de l'homme, Spinoza, ça veut dire qu'un chef d'entreprise ou qu'un dirigeant d'entreprise, qu'un cadre, c'est d'abord et avant tout un professionnel du désir de l'autre. Professionnel du désir de cet autre particulier qu'est le client, c'est ce qu'on appelle le marketing. Professionnel du désir de cet autre particulier qu'est le salarié, c'est ce qu'on appelle le management. Ça veut dire que des deux côtés, alors inégalement d'un côté ou de l'autre en fonction du métier concret de tel ou tel d'entre vous, mais des deux côtés, côté client, marketing, côté salarié, management, tous ceux ici qui sont davantage des boss que des geeks sont d'abord et avant tout des professionnels du désir de l'autre. Quant aux geeks, ils ont à se motiver eux-mêmes et à s'occuper de leur propre désir. Si vous croyez que être très bon en informatique, ça dispense de s'occuper de son propre désir, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans l'informatique et dans l'humanité. Mais ça nous dit, et là on entre dans la partie neuve de mon exposé, ça nous dit que pour vous tous, finalement,
boss et geek parce que vous êtes des êtres humains, simplement. La question la plus importante de toutes, la question des questions, c'est évidemment qu'est-ce que le désir? Qu'est-ce que le désir? Et ce qui me tue, pour tout vous dire, c'est que vous avez dû faire d'excellentes études pour la plupart d'entre vous. Et je soupçonne pourtant qu'on ne vous ait jamais expliqué clairement ce que c'était que le désir. Bref, vous avez fait d'excellentes études qui sont simplement passées à côté de l'essentiel. Si bien qu'il me reste exactement une demi-heure pour essayer de compenser une éducation ratée. Alors, une demi-heure, c'est quand même très court. Je ne vais pas faire un cours sur toutes les théories philosophiques du désir, il y faudrait des jours. Je ne vais en retenir que deux, les deux plus profondes, les deux plus éclairantes à mon sens, qui sont d'une part la théorie de Platon et d'autre part, tout à l'heure, la théorie de Spinoza. Deux façons de répondre à la question « qu'est-ce que le désir ?» Attention, les deux sont vrais. J'ai peu de temps, je ne vais pas commencer à faire un cours sur des théories que je crois fausses. Non, les deux sont vraies et pourtant vous allez voir qu'elles s'opposent frontalement. C'est pourquoi notre vie en général et votre métier en particulier, surtout pour les managers, sont tellement compliqués. Alors, je commence par la théorie de Platon. Alors, à la question « qu'est-ce que le désir ?» Platon répond dans un petit livre célébrissime qui s'appelle « Le banquet ». Le banquet, c'est un livre qui porte sur l'amour. La question centrale, c'est « qu'est-ce que l'amour ?» Et à cette question centrale, Platon va répondre par une double équation. Platon va répondre « l'amour est désir ». Voilà, première équation, l'amour est désir. Et deuxième équation, le désir est manque. L'amour est désir et le désir est manque. Et Platon enfonce le clou en écrivant « ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. » Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. J'ajouterai simplement, et voilà pourquoi le bonheur, si souvent, est manqué. Voilà pourquoi, comme dit le poète, il n'y a pas d'amour heureux. Pas de panique pour les jeunes mariés s'il y en a dans la salle. Spinoza va venir sauver votre couple pas plus tard que dans 5 minutes. Enfin, si c'est encore possible. Je ne peux pas non plus faire des miracles, moi. Mais si c'est possible, on va essayer de sauver votre couple. Mais avant d'entreprendre avec Spinoza de sauver votre couple, prenons le temps avec Platon de comprendre qu'il y a bien en effet quelque chose à sauver. Autrement dit qu'il y a bien, comme on dit, un problème quelque part. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si l'amour est désir et si le désir est manque, je n'aime et ne désire par définition que ce que je n'ai pas, puisque le désir est manque. Oui, mais si je ne désire que ce que je n'ai pas, par définition, je n'ai jamais ce que je désire. Or, qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Être heureux, répond Platon, mais chacun d'entre nous pourrait dire la même chose. Être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Pas forcément tout ce qu'on désire, parce qu'on sait bien qu'à ce compte-là, on ne sera jamais heureux. Mais enfin, être heureux, c'est avoir une bonne part, peut-être la plus grosse part de ce qu'on désire. C'est ça, le bonheur. Très bien. Mais si le désir est manque, je ne désire par définition que ce que je n'ai pas. Si je ne désire que ce que je n'ai pas, par définition, je n'ai jamais ce que je désire. Et donc, je ne suis jamais heureux, puisque être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Non pas, bien sûr, qu'aucun de nos désirs ne soit jamais satisfait. La vie, heureusement, n'est pas difficile à ce point. Mais dès qu'un de nos désirs est satisfait, il n'y a plus de manque, puisqu'il est satisfait. Ou mais si le désir est manque, s'il n'y a plus de manque, il n'y a plus de désir. Vous n'avez donc pas ce que vous désirez, il n'y a plus de désir. Vous avez ce que vous désiriez avant, du temps où vous ne l'aviez pas. Ou mais là, chers amis, je suis désolé. Être heureux, ce n'est pas avoir ce qu'on désirait. Être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Et vous, ce que vous avez, ce n'est pas ce que vous désirez.
C'est ce que vous désiriez avant, du temps où vous n'aviez pas. C'est pour ça que vous n'êtes pas heureux. Pardon pour ceux ici qui sont pleinement heureux. Ce n'est pas à moi qu'il donne tort, c'est à Platon. Mais comme il donne par la même raison à Spinoza, je l'en félicite par avance. Je leur demande simplement 5 minutes de patience, le temps que j'explique aux autres, bien sûr, pourquoi les autres, eux, ne sont pas heureux. Oui, en gros, mon idée, c'est qu'on est une grosse majorité ici, bien sûr, à être tantôt chez Platon, tantôt chez Spinoza, tantôt heureux, tantôt pas heureux. Peut-être plus souvent d'ailleurs dans l'entre-deux, qui les sépare ou qui les unit. Mais que justement, pour comprendre le fonctionnement de cet entre-deux, il importe de comprendre d'abord la logique de chacun des deux pôles qui en structurent l'espace. Eh bien voilà, le pôle Platon, c'est le pôle du manque. Tant que je n'aime et ne désire que ce qui me manque, je n'aime et ne désire que ce que je n'ai pas, je n'ai donc jamais ce que j'aime et désire, je ne suis donc jamais heureux. Bref, dans la mesure où Platon a raison, ou pour mieux dire, dans la mesure où vous donnez raison à Platon dans vos histoires d'amour, tant que vous ne savez aimer ou désirer que ce qui vous manque, inévitablement, vous donnez raison à Louis Aragon. Si l'amour est manque, Platon, alors Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. 3 exemples pour rendre ça plus concret. Je commence par un exemple qui me concerne personnellement, donc je suis philosophe, ça veut dire que j'ai fait des études de philosophie. Ça veut dire que pendant 5 ans de ma vie, l'objet désirable, c'était l'agrégation de philosophie. J'ai passé en gros 5 ans de ma vie à me dire qu'est-ce que je serais heureux si j'étais agrégé de philo. Ou les jours d'optimisme, qu'est-ce que je serais heureux le jour où je serais agrégé de philo. J'ai été reçu à l'agrégation de philosophie. Sincèrement, que penseriez-vous de moi si je vous disais « Les amis, je suis heureux parce que je suis agrégé de philosophie ». Vous diriez « Ce type est un con ». Vous auriez bien sûr raison. Mais ça nous dit quelque chose de très éclairant, et pas seulement sur la grecque de philo, mais bien sur la condition humaine. Ça nous dit que l'agrégation de philosophie, comme quelque diplôme que ce soit, je vous laisse adapter ça à votre cursus propre, ça nous dit que l'agrégation de philosophie, comme quelque diplôme que ce soit, ne peut faire le bonheur que de quelqu'un qui n'est pas agrégé. Oui, mais elle ne fait pas son bonheur puisqu'il n'a pas l'agrégation et qu'elle lui manque s'il la désire. Et elle ne fait pas mon bonheur puisque j'ai l'agrégation. Qu'en conséquence, celle-ci ne me manque plus, ce qui me rend capable de la désirer ou de l'aimer. Bref, comme aurait pu dire Louis Aragon, il n'y a pas d'agrégation heureuse. Le deuxième exemple est plus embêtant pour les managers qui sont ici, puisque c'est l'exemple du travail. Souvenez-vous de ce collaborateur que vous avez embauché il y a 6 mois. Enfin, pour ceux d'entre vous qui ont le pouvoir d'embaucher, puis surtout qui étaient en position d'embaucher il y a 6 mois. Sinon, pour les autres, désolé, c'est une expérience de pensée. Souvenez-vous de ce salarié que vous avez embauché il y a 6 mois. Vous savez, celui qui sortait de 18 mois de chômage, 18 mois de galère. Ça faisait 18 mois qu'il se disait tous les soirs, tous les matins, qu'est-ce que je serais heureux si je retrouvais un boulot. Et puis il y a 6 mois, vous l'avez embauché. Emploi à plein temps, contrat à durée indéterminée, le bonheur. Enfin, le bonheur. Le problème, bien sûr, c'est depuis que vous l'avez embauché, le travail ne lui manque plus. Non, il en a du travail. Il en a même beaucoup, à la vérité. Il en a plein les bras du boulot. Et puis très vite, il en a plein le dos. Parce que si le désir est manque, dès lors que le travail ne lui manque plus, il ne désire plus travailler. Lui, ce qu'il désire, comme tout le monde, c'est les week-ends, les vacances, la retraite. Le problème, c'est que si l'amour est désir, ça veut dire aussi qu'il n'aime pas son travail. Bref, ce que Platon nous aide à comprendre, et qui en dit long sur la difficulté du métier de manager, c'est que le travail ne peut faire le bonheur que d'un chômeur. Oui, mais il ne fait pas son bonheur puisqu'il n'a pas de travail. Le travail lui manque et il souffre de ce manque. Et le travail ne fait pas le bonheur des salariés puisqu'ils ont du travail. Qu'en conséquence, celui-ci ne leur manque plus,
ce qui les rend incapables de le désirer ou de l'aimer. Bref, comme aurait pu dire Louis Aragon, il n'y a pas de travail heureux. Alors là, les managers se disent vivement Spinoza parce qu'on est mal. Oui, rassurez-vous, Spinoza va venir sauver non seulement votre couple, mais votre métier. Je ne peux pas faire mieux. Mais là encore, avant d'entreprendre avec Spinoza de sauver votre métier et votre couple, prenons le temps avec Platon de comprendre qu'il y a bien en effet, là encore, quelque chose à sauver, qu'il y a bien ici aussi un problème quelque part. S'il y en a quelques-uns parmi les managers qui sont ici, qui n'avaient encore jamais réalisé jusqu'ici qu'il est plus facile d'avoir envie de bosser quand on est chômeur que lorsqu'on est salarié, il y a quelque chose d'essentiel et au salariat et donc au management qui leur avait jusque-là échappé. Troisième exemple, qui mériterait à lui tout seul une conférence, l'amour, au sens ordinaire du terme. Un homme, une femme, deux hommes, deux femmes si vous voulez, bref, un couple. Parce qu'au fond, tomber amoureux, comme on dit en langage platonicien, qu'est-ce que ça veut dire ? Tomber amoureux en langage platonicien, ça veut dire que vous découvrez tout d'un coup que quelqu'un vous manque terriblement. Jusque-là, vous étiez bien, pépère, peinard. Et puis un beau soir, chez des amis communs, patatras, coup de foudre ravageur, vous rencontrez l'homme, la femme qui vous manque terriblement. Vous ne supportez plus de vivre sans elle ou sans lui. Vous êtes tombé amoureux. Si vous êtes célibataire, c'est plutôt marrant. Enfin, c'est déjà compliqué, à la vérité, mais la vie devient plus intense, plus poétique, avec un côté champagne. Si vous êtes marié, c'est une espèce de catastrophe et une source d'emmerdement à peu près indéfinie. Alors, pour la simplicité de mon modèle, on va imaginer que vous êtes célibataire. Mais je ne peux pas vous garantir que ça ne tombe que sur des célibataires. Donc, vous êtes célibataire, par hypothèse, et un beau soir, chez des amis communs, vous rencontrez l'homme, la femme, je vais dire la personne, pour ne pas avoir toujours à hésiter entre le masculin et le féminin. Vous rencontrez la personne qui vous manque terriblement. Vous ne supportez plus de vivre sans elle. Vous êtes tombé amoureux. Vous entreprenez donc de séduire cette personne. Et là, de deux choses l'une. Ou bien vous y arrivez, ou bien vous n'y arrivez pas. Si vous n'arrivez pas à séduire cette personne, le manque se transforme en souffrance. C'est ce qu'on appelle un chagrin d'amour. Vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas. Mais si vous arrivez à séduire cette personne, elle vous aime aussi. Vous vous installez ensemble. Éventuellement, vous vous mariez, vous faites des enfants. Mais forcément, à force d'être là tous les soirs, tous les matins, à force de partager votre vie et votre lit, inévitablement, cette personne va vous manquer de moins en moins. C'est pas qu'elle n'est pas bien, c'est qu'elle est là, simplement. Le problème, c'est que si le désir est manque, si elle vous manque de moins en moins, ça veut dire que vous la désirez de moins en moins. C'est même étonnant quand on y pense. Comme 6 mois plus tôt, 6 ans pour certains, chacun son rythme, vous la désiriez plus que toutes les autres. Et puis 6 mois ou 6 ans plus tard, la première jeune fille un peu jolie et court-vêtue qui passe devant vous dans la rue, messieurs, le premier homme un peu séduisant et mystérieux dont vous croisez le regard, mesdames, tout d'un coup vous paraît tellement plus désirable. Le problème, c'est que si l'amour est désir, ça veut dire aussi que vous l'aimez de moins en moins. Et vous êtes mariés depuis 6 mois ou 6 ans, et un beau soir ou un triste matin, vous vous demandez, mais au fond, est-ce que je suis toujours amoureux d'elle ? Est-ce que je suis toujours amoureuse de lui ? La réponse est non, bien sûr. Sinon, vous ne vous poseriez pas la question. Ça vous amuse moins quand même. Attention, ça ne veut pas dire, ou pas forcément dire, que vous ne l'aimez plus. Ça veut dire que vous ne l'aimez plus comme ça. Vous n'êtes plus chez Platon. Vous n'êtes plus dans le manque. Vous n'êtes plus amoureux au vrai sens du mot, au sens qu'avait le mot amoureux 6 mois ou 6 ans plus tôt, quand vous avez dit à votre meilleur copain ou copine « je suis tombé amoureux ». Vous n'êtes plus chez Platon, vous n'êtes plus dans le manque, vous n'êtes plus amoureux, et là, vous n'avez plus qu'un seul choix, un seul. Soit vous allez tomber de Platon en Schopenhauer,
Alors, évidemment, ça fait assez mal. Alors pour ceux qui n'ont pas lu Schopenhauer, on peut dire que vous allez tomber d'Aragon en Michel Houellebecq. C'est pareil, sauf que ça fait encore plus mal, mais c'est pareil parce que Schopenhauer est le maître à penser du romancier contemporain Michel Houellebecq. Alors qu'est-ce que ça veut dire tomber de Platon en Schopenhauer? Ça veut dire que Schopenhauer résume tout ça, ce que je viens de montrer là rapidement, en une phrase, dont je dis toujours que c'est la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie. Comme ça, là, on aura touché le fond, il nous restera un quart d'heure pour remonter. Alors, quand je désire ce que je n'ai pas, le manque, c'est ce que Schopenhauer, comme tout le monde, appelle la souffrance. J'ai faim, il n'y a pas à manger, souffrance. J'ai soif, il n'y a pas à boire, souffrance. Je l'aime, elle ne m'aime pas, souffrance. Mais quand j'ai, ce qui dès lors ne me manque plus, donc que je ne désire plus, donc que je n'aime plus. Il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de manque. Ce n'est pas le bonheur, il n'y a plus de désir. Je ne peux pas avoir ce que je désire, il n'y a plus de désir. Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas le malheur, c'est ce que Schopenhauer appelle simplement et fortement l'ennui. Qu'est-ce que c'est que l'ennui? Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas le malheur, c'est l'absence du bonheur au lieu même de sa présence attendue. Je me disais, qu'est-ce que je serais heureux si? Qu'est-ce que je serais heureux quand? Le si se réalise, le quand c'est aujourd'hui, je ne suis pas heureux pour autant. Mais j'avais rendez-vous avec le bonheur, je suis au rendez-vous, le bonheur n'y est pas, le bonheur m'a posé un lapin. Ce n'est pas que je sois malheureux, je ne suis ni heureux ni malheureux, simplement je m'emmerde. Ennui. Eh bien, la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie, écrite donc par Schopenhauer, est la phrase suivante. Schopenhauer écrit « Ainsi toute notre vie oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. » Fin de citation. Ainsi toute notre vie oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Souffrance parce que je désire ce que je n'ai pas et je souffre de ce manque. Ennui parce que j'ai ce que dès lors je ne désire plus. Souffrance du chômeur, ennui du salarié. Souffrance du chagrin d'amour, ennui du couple. Là aussi, ça vous amuse moins. Hein, le salarié fait davantage rire que le couple. Rassurez-vous, il n'y a pas de couple où l'on ne s'ennuie jamais. Ce n'est pas vrai, ça n'existe que dans les mauvais livres d'amour. Il n'y a pas que chez vous que ça arrive. Il n'y a pas de métier où l'on ne s'ennuie jamais. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe que dans les mauvais livres de management. Le philosophe Alain, au début du XXe siècle, disait plus lucidement « Le seul métier où l'on ne s'ennuie jamais, c'est celui qu'on ne fait pas. » Mais oui, bien sûr. Si quelqu'un me dit « Je ne m'ennuie jamais au boulot », ma première réaction, ce n'est pas de me dire « Tiens, il doit être directeur informatique ». C'est de me dire « Encore un menteur » ou bien un inactif. Et si quelqu'un me dit « Je ne m'ennuie jamais dans mon couple », ma première réaction, c'est de me dire « Encore un menteur » ou bien un célibataire. Bref, il n'y a pas de métier où l'on ne s'ennuie jamais, il n'y a pas de couple où l'on ne s'ennuie jamais. En revanche, évidemment, il y a beaucoup de couples et de métiers où l'on s'ennuie rarement. Où l'ennui n'est pas du tout la règle, mais l'exception. Bref, il y a une chose que Platon n'explique pas, peut-être une seule, ou plusieurs, mais qui reviennent au même. Ce que Platon n'explique pas, c'est qu'il existe parfois des couples heureux. Ça met une raison forte pour aimer les couples quand ils sont heureux, et pour n'être pas platonicien. Il y a une chose que Platon n'explique pas, mais au fond c'est la même, c'est qu'il existe parfois des travailleurs heureux. Ça met une raison forte d'aimer le travail quand il est heureux et de n'être pas platonicien. Et comme ça, Platon est incapable de l'expliquer. J'ai besoin d'une autre théorie du désir. C'est plus celle de Platon, c'est celle de Spinoza. Alors Spinoza, donc XVIIe siècle, en Hollande, serait d'accord avec Platon pour dire que l'amour est désir, ça oui. Mais certainement pas pour dire que le désir est manque. Autrement dit, le geste philosophique de Spinoza, ça va être exactement ça. Remplacer un égal par un différent de. Parce que pour Spinoza, oui, c'est vrai, l'amour est désir, mais non, le désir n'est pas manque, parce que pour Spinoza, le désir est puissance. Puissance de jouir et jouissance en puissance.
Attention, je n'ai pas dit pouvoir au sens politique ou managérial. Non, non, puissance. Puissance de jouir, jouissance en puissance. Autrement dit, exactement puissance, au sens qu'on donne au mot puissance dans l'expression puissance sexuelle. On en parle surtout pour les hommes, on peut en parler exactement au même sens pour les femmes. La puissance sexuelle, qu'est-ce que c'est? C'est la puissance de jouir. Et donc, ce qui rend la jouissance possible, la jouissance en puissance. Parce qu'enfin, si vraiment Platon avait toujours raison, si nous ne savions aimer ou désirer que ce qui nous manque, reconnaissons que notre vie sexuelle serait encore plus difficile et compliquée qu'elle n'est. Spécialement la nôtre, messieurs. Parce qu'enfin, il faut bien qu'en un certain moment, nous soyons en état de désirer celle exactement qui ne manque pas, puisqu'elle est là, puisqu'elle se donne, puisqu'elle s'abandonne. Vous savez, il y a un genre d'homme qui est vraiment platonicien, ou chez Platon, enfermé chez Platon. C'est ce genre d'homme qui n'a envie de faire l'amour que lorsqu'il est tout seul. Alors là, il n'y a pas de problème, il a des tas de désirs, de fantasmes, d'érections. Sauf que dès qu'une femme est là et se donne, il n'y a plus personne, comme on dit. C'est ce qu'on appelle un impuissant ou un moment d'impuissance. Ce qu'il est assez, par différence, quelle est la vérité du désir sexuel, qui n'est pas le manque comme le voulait Platon, mais la puissance comme le veut Spinoza. Ou plutôt les deux sont vrais, encore une fois, ils ont raison tous les deux, mais ils ne parlent pas de la même chose. Parce que le manque sexuel, au fond, c'est ce qu'on appelle la frustration. On a tous vécu ça à un moment ou l'autre de notre vie. Mais justement, on a assez vécu la frustration sexuelle pour ne pas la confondre avec la puissance sexuelle. Ce n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, tout le monde sait, surtout les femmes, que les hommes frustrés font rarement les meilleurs amants. Mais bon, il n'y a pas que le sexe dans la vie, comme disait l'autre. L'erreur de Platon, c'est aussi bien d'avoir confondu la faim, F-A-I-M, le manque de nourriture, avec la puissance de jouir de la nourriture qui ne manque pas. Qu'on n'appelle pas la faim en bon français, mais qu'on appelle l'appétit. Appetitus en latin. Spinoza écrit en latin, c'est un grand concept spinoziste, mais qu'on peut prendre ici au sens le plus ordinaire du terme. Quand vous invitez quelques amis à manger chez vous un soir, vous ne leur dites pas au début du repas « je te souhaite une bonne faim, je te souhaite de bien manquer de nourriture ». Dire « tu ne vas pas être déçu, il n'y a rien à manger ». Bienvenue chez Platon. Non, bien sûr. Vous leur dites « ne t'en fais pas, j'ai prévu large, la nourriture ne manque pas. Je te souhaite d'avoir la puissance de jouir de la nourriture qui ne manque pas. Bon appétit. Bienvenue chez Spinoza. » Le désir est puissance et l'amour alors? Si le désir est puissance, l'amour est joie. C'est ce que disait Aristote, aimer c'est se réjouir. C'est ce que disait Spinoza, l'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Aimer c'est se réjouir de. Et là vous comprenez que tout s'inverse. Parce qu'autant, si vous donnez raison à Platon dans vos histoires d'amour, si vous ne savez aimer que ce qui vous manque, inévitablement, vous donnez raison aussi à Louis Aragon. Si l'amour est manque, Platon, alors Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. On ne sait dans un couple de tomber de Platon en Schopenhauer. Quand il n'y a plus de manque, il ne reste que l'ennui. Si au contraire, c'est Aristote et Spinoza qui ont raison, ou si vous leur donnez raison dans vos histoires d'amour, si aimer pour vous, c'est vous réjouir, alors clairement, Aragon a tort. Il n'y a pas d'amour malheureux. Sauf dans le deuil, bien sûr. Parce que le deuil, alors au sens propre, l'autre est mort. Ou au sens figuré, l'autre vous a quitté ou ne vous aime pas. Le deuil recréant tragiquement le manque vous renvoie brutalement, douloureusement chez Platon. Mais en dehors du deuil, si l'amour est joie, alors Aragon a tort, il n'y a pas d'amour malheureux. Peut-être avez-vous dit, messieurs, lors de la dernière Saint-Valentin, à votre compagne, « Ma chérie, ça fait 10 ans qu'on vit ensemble, toi et moi. Eh bien, tu vois, depuis 10 ans, je suis aussi amoureux de toi qu'au premier jour. » C'était gentil. Non, c'était bien d'avoir pensé à la Saint-Valentin et lui dire ça, mais enfin, c'était faux. Vous n'espérez pas qu'elle vous a cru, quand même. Elle a bien vu la différence, elle. C'était un gentil mensonge. Mais dans un couple, un mensonge, même gentil, c'est toujours un peu inquiétant, parce qu'il faut savoir où s'arrête la gentillesse et où commence la lâcheté. Surtout chez un homme, pour lequel ces deux traits de caractère sont tellement proches qu'ils sont parfois indiscernables. Donc faites-moi plaisir, ou plutôt faites-lui plaisir.
Lors de la prochaine Saint-Valentin, dites-lui plutôt « Ma chérie, ça fait 11 ans qu'on vit ensemble, toi et moi. Eh bien, tu vois, depuis 11 ans, la principale cause de joie dans ma vie, c'est que tu existes et que tu es ma femme. » Parce que là, vous lui ferez une déclaration d'amour au moins possiblement vraie. Et autrement émouvante, entre nous soit dit, que faire semblant absurdement de manquer de celle qui d'évidence ne manque pas, puisqu'elle est là. Qu'est-ce que c'est qu'un couple malheureux? C'est un couple qui est tombé de Platon en Schopenhauer. Quand il n'y a plus de manque, il ne reste que l'ennui. Qu'est-ce que c'est qu'un couple heureux? C'est un couple qui est monté de Platon en Spinoza. Quand il n'y a plus de manque, il reste la joie. Qu'est-ce que c'est qu'un salarié malheureux? C'est un salarié qui ne cesse de tomber de Platon en Schopenhauer. Il vient travailler tous les matins parce qu'il court après quelque chose qui lui manque. Quoi? Le travail, mais pas du tout. L'argent, bien sûr. Et oui, nous courons tous après l'argent qui manque. Et tous les matins, vers 8h30, 9h, il vient travailler chez Platon et il court après l'argent qui manque. Et toute la journée, il s'ennuie chez Schopenhauer. Il ne cesse de tomber de Platon en Schopenhauer. Qu'est-ce que c'est qu'un salarié heureux? C'est un salarié qui monte de Platon en Schopenhauer. Oui, parce que lui aussi, il court après l'argent qui manque. On est tous chez Platon, ils ont raison tous les deux. Il vient travailler à 8h30, 9h, parce qu'il court après l'argent qui manque, il vient travailler chez Platon. Et il aime le travail qu'il fait, il travaille chez Spinoza. Votre boulot de manager, c'est de créer des conditions telles dans vos services, dans vos entreprises, que vos salariés, au lieu de tomber perpétuellement de Platon en Schopenhauer, montent perpétuellement, ou le plus souvent, de Platon en Spinoza. Ils viennent travailler chez vous, non pas par amour du travail, mais parce qu'ils manquent d'argent. Votre boulot à vous, c'est de créer des conditions telles dans vos services qu'ils puissent plus facilement, plus souvent, plus durablement monter de Platon en Spinoza, c'est-à-dire aimer le travail qu'ils font. Non pas comme n'importe quel chômeur en est capable, aimer le travail qui lui manque. C'est facile d'avoir envie de bosser quand on n'a pas de boulot, quand on est chômeur. Je ne dis pas que c'est gai, je ne dis pas que c'est bien, mais c'est facile. Mais comme un salarié heureux, aimer le travail qui ne manque pas, puisqu'il aime le travail qu'il fait. Pour moi, c'est le cœur du management réussi. Le management est réussi quand vos collaborateurs, ou quand vous-même, qui ne travaillez pas par amour du travail, mais non, vous travaillez parce que vous manquez d'argent, comme tout le monde. Le management est réussi quand les salariés qui ne travaillent pas par amour du travail aiment le travail qu'ils font. Le management est réussi quand les salariés qui ne travaillent pas pour le plaisir, pas nous, ils travaillent pour l'argent, comme tout le monde, prennent plaisir au travail qu'ils font. Votre boulot, c'est de les faire passer du manque à la puissance, du manque à la joie, en essayant, si possible, d'éviter, le plus souvent, la case ennui. Ça, c'est le côté salarié, côté management. On pourrait dire la même chose, j'ai peu de temps pour l'expliquer, côté marketing, côté client. Qu'est-ce qui fait courir vos clients? Le désir, bien sûr, puisque le désir est l'unique force motrice. Oui, mais est-ce que vos clients courent surtout après ce qui leur manque? Auquel cas, ils courent chez Platon. Ce qui laisse entendre que vous avez un marketing essentiellement platonicien. Ou bien est-ce que vos clients courent parce qu'ils ont plaisir à développer leur puissance de courir, comme dirait Spinoza? Est-ce qu'ils courent parce que la course les met en joie? Est-ce qu'ils courent parce qu'ils aiment la course à pied? Auquel cas, vos clients courent chez Spinoza, ce qui laisse entendre que vous avez un marketing de style au moins en partie spinoziste. Je dis au moins en partie spinoziste parce que je ne suis pas fou. Tous vos clients, comme tous vos collaborateurs, courent après quelque chose qui leur manque. Oui, bien sûr. Reconnaissons qu'il est plus facile de vendre à vos clients quelque chose qu'ils n'ont pas et qui leur manque, que de leur vendre quelque chose qu'ils ont déjà et qui, conséquemment, ne leur manque plus. Oui, bien sûr. C'est même tellement facile quand le manque est très fort qu'à la limite, on n'a plus besoin de marketing. Cela dit, on pourra parler informatique dans le petit débat tout à l'heure, s'il nous reste du temps, mais le gars qui est marchand de fringues, par exemple, le gars, il vend des chemises, voilà. Je vais vous dire, quand on est marchand de chemises, le premier problème en termes de marketing est le suivant. C'est que le client qui arrive dans votre magasin torse nu, c'est quand même une formidable exception. Le problème quand on est marchand de chemises, c'est que tous vos clients ont déjà des chemises.
au moins une sur eux. Mais la plupart en ont tellement chez eux qu'ils ne savent pas combien ils en ont. Alors, je suis près certain que personne ici ne sait combien il a de chemises. Vous n'allez pas me dire qu'il vous manque. Vous ne savez même pas combien vous en avez. Et donc, le marketing, ça sert aux marchands de chemises à vendre des chemises à ceux qui ont déjà des chemises. Alors bien sûr, il a pu arriver, votre femme de ménage était en congé, la machine à laver était en panne, vous étiez en manque de chemises, vous achetiez 4 ou 5 chemises pour être tranquille. Vous allez chez Platon. Platon vous vend les chemises, il est marchand de chemises. Mais vous voyez, quand on est marchand de fringues, il y a deux segments dans la clientèle. Il y a ceux qui achètent des chemises parce que leur femme de ménage est en congé, qui achètent un pantalon parce qu'ils ont fait un trou à leur pantalon. Ils vont chez Platon, qui leur vend les chemises, le pantalon qui leur manque. Et puis il y a ceux et celles qui achètent des fringues parce qu'ils aiment les fringues, parce qu'elles aiment les fringues. Et quitte à aimer les fringues, il y a ceux et celles qui aiment surtout les fringues qu'ils n'ont pas, les fringues dans la vitrine, et ceux et celles qui aiment les fringues qu'ils portent. Et une partie de la beauté de nos villes tient au plaisir, à la joie des femmes à être bien habillées. Messieurs, soyez gentils, faites un effort. Il faut conclure. Je manque de temps, mais ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute du timing prévu par les organisateurs. Qu'est-ce qui fait courir les salariés et les clients? Le désir. Tous courent après quelque chose qui leur manque. Platon a toujours raison, c'est le plus facile. Certains prennent plaisir à courir. Le problème, c'est que s'ils viennent chez vous uniquement parce qu'il y a un service informatique qui leur manque, ils peuvent aller aussi bien chez vos concurrents. Le problème, c'est que si vos collaborateurs travaillent chez vous uniquement parce qu'ils manquent d'argent, ils peuvent travailler aussi bien chez l'un de vos concurrents. Si vous voulez garder les meilleurs clients, garder les meilleurs collaborateurs, ne comptez pas sur le simple manque d'un service informatique ou sur le simple manque d'argent pour les garder. Parce que le salaire, le manque d'argent, ils auront en gros le même ailleurs, dans une autre boîte. Le service informatique, ne nous racontez pas d'histoire, ils auront en gros le même ailleurs. Sauf si vous augmentez leur puissance d'agir, leur puissance d'exister et d'agir, comme dit Spinoza. Alors oui, si les salariés qui travaillent dans votre service ont le sentiment qu'ils existent davantage et mieux que s'ils travaillaient dans une autre entreprise informatique, là vous aurez une chance de garder les meilleurs. Si vos clients ont le sentiment que non seulement vous leur apportez quelque chose qui leur manque, mais que vous augmentez leur puissance d'exister et d'agir, que vous êtes pour eux cause de joie, bref, s'ils aiment les services que vous leur offrez, vous aurez davantage de chances de garder les meilleurs clients. Et donc, tout le but, c'est de passer de Platon en Spinoza, au lieu de tomber de Platon en Schopenhauer. Ça vaut pour le management, ça vaut pour le marketing. Un dernier mot pour conclure et pour les managers, ça veut dire que le bon manager, ce n'est pas celui qui est aimé de ses collaborateurs. Ça, c'est du management narcissique. Ce n'est pas pour ça qu'on vous paye, on ne vous paye pas pour être aimé. Le bon manager, c'est celui qui crée des conditions telles dans son service que ses collaborateurs aiment le travail qu'ils font. Je vous remercie pour votre attention. Alors, on a encore du temps. 2 minutes 50. Une question. Les philosophies orientales n'enseignent-elles pas à l'homme de combattre ses désirs et ses peurs? Non. Oui pour les peurs, non pour les désirs. Ou plutôt, c'est une question de traduction. Parce que si le désir est l'essence même de l'homme, comme je le crois, or le Bouddha ne dit pas le contraire. Pour prendre l'exemple du bouddhisme, éradiquer le désir, comme certains le disent, ça serait éradiquer l'humanité. On ne serait plus des humains, on serait des anges ou des robots. Mais le mot qu'on traduit par désir dans les quatre vérités saintes du sermon de Bénarès dans le Bouddha, la première, c'est toute vie et souffrance. La deuxième, c'est la cause de la souffrance, le désir, dit-on. Sauf que désir, quand on regarde le texte en sanskrit et en pali, dans les deux versions, ça veut dire littéralement la soif. La soif. La soif, c'est quoi? C'est le désir de ce qui manque, évidemment. Autrement dit, bien loin qu'il y ait une opposition ici entre, d'un côté, Platon, Schopenhauer, et de l'autre, les pensées orientales, notamment le bouddhisme, il y a au contraire une grande convergence. D'ailleurs, Schopenhauer n'a cessé de se réclamer du bouddhisme. Il ne s'agit pas d'éradiquer le désir.
Il s'agit de convertir le désir. Notre tendance spontanée, c'est de désirer ce qu'on n'a pas, c'est de désirer ce qui manque. On vit le plus souvent chez Platon. Il ne s'agit pas d'éradiquer le désir, il s'agit de désirer un peu moins ce qui manque et un peu plus ce qui est ou ce qu'on fait. Et toutes les écoles de sagesse convergent vers ce point-là. Soit tu désires ce que tu n'as pas, le manque, l'espoir. Qu'est-ce que je serais heureux si, c'est ce que dit Woody Allen, qu'est-ce que je serais heureux si j'étais heureux? Ben oui, mais donc il n'est jamais heureux puisqu'il passe son temps à désirer le devenir. Le bonheur, ça n'est pas de ne rien désirer, c'est de désirer ce qui est, c'est ce qu'on appelle l'amour. Si vous désirez ce qui n'est pas, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'espoir dans le meilleur des cas. C'est de l'envie, c'est de la cupidité, c'est du manque. Désirer ce qui est, ça s'appelle aimer. Et puis d'autre part, désirer non pas ce qui manque, mais ce qu'on fait. Et ça s'appelle agir. Et donc il n'y a que deux sagesses, en vérité, dans toute l'humanité. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune différence entre l'Orient et l'Occident, mais les deux grands courants convergent sur l'essentiel. Il n'y a que deux sagesses, une sagesse de l'amour, c'est l'esprit des évangiles, c'est l'esprit d'Épicure, c'est l'esprit de Spinoza. Et puis une sagesse de l'action, c'est l'esprit du stoïcisme en Occident. C'est l'esprit des arts martiaux dans l'Orient. Le samouraï, qu'est-ce qu'il désire? La victoire. Mais non, s'il désire la victoire, il a peur de perdre. Spinoza encore l'a bien dit, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Celui qui espère la victoire, il a peur de perdre. Quand on a peur de perdre, au combat au sabre, on a toutes les chances d'être battu. Vous avez dit, mais alors s'il se bat sans espérer la victoire, qu'est-ce qu'il désire? Il désire le coup qu'il porte à l'instant même où il le porte. Il n'est pas dans l'espoir, ni donc dans la crainte, il est dans l'action. Et c'est pourquoi celui-ci est à peu près invincible. S'il est vaincu par plus fort que lui, ce n'est pas grave. Parce qu'il ne désirait pas vivre toujours. Il désirait accomplir l'acte qu'il accomplit au moment où il l'accomplit. Et donc, Orient ou Occident, vous n'avez en gros qu'un seul choix. Soit vous désirez ce qui vous manque, vous êtes dans l'espoir et donc dans la crainte. Et puis si l'espoir se réalise, vous serez déçu, parce que vous êtes tombé dans l'ennui. Et s'il ne se réalise pas, vous serez déçu aussi, parce que vous resterez dans le manque. Soit vous désirez ce qui vous manque, vous êtes chez Platon, prisonnier de la soif. Soit vous désirez ce qui est, sagesse de l'amour, et ce que vous faites, sagesse de l'action. Et bien sûr, l'amour et l'action, les deux sagesses vont ensemble. Parce qu'une fois qu'on cesse de rêver un réel autre que ce qu'il est, ben on est capable d'agir pour le transformer. C'est pourquoi, cher François, il y avait quelques paradoxes à m'insérer dans le cadre rêvé. Il est formidable. Il invite un philosophe pour rêver, mais la philosophie, ça ne sert pas à rêver. Ça sert à raisonner. La raison, en gros, c'est le contraire du rêve. Ça sert à essayer de dire un peu plus de vérité. La vérité, c'est le contraire du rêve. Et donc, ne comptez pas sur le rêve pour manager vos équipes ou pour motiver vos clients. Comptez sur votre efficacité de manager, d'informaticien, de marketeur. Si vous aidez vos clients et vos salariés à se libérer un peu du manque, et en leur donnant de l'argent aux salariés, ben oui, il manque moins d'argent. En vendant un service informatique à vos clients, ils ont moins d'argent. Mais ça, vos concurrents peuvent le faire aussi. La valeur ajoutée de ce point de vue, c'est d'ajouter au manque qu'on comble un peu plus de puissance, un peu plus de joie, un peu plus d'action, un peu plus d'amour. On me dit que je dépasse de 2 minutes 35, il me reste à vous remercier et à vous souhaiter une bonne fin de journée.